Je vous propose, pour avancer, donc, de visionner l'intervention de Théodore Oda-Zingwa par vidéo, puisque vraisemblablement empêché par nos tribulations municipales, il n'a pas obtenu de visa pour venir se rendre dans la France éternelle. Donc nous allons l'écouter en vidéo. Donc je rappelle qu'en 1994, il était secrétaire général du FPR et chef du cabinet de Paul Kagame, ancien ambassadeur à Washington. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir invité à prendre la parole lors de cet événement. Je remercie les organisateurs pour leur générosité et leur hospitalité. Permettez-moi également de saisir cette occasion pour remercier les conférenciers et les participants distingués qui se sont réunis aujourd'hui pour discuter d'un sujet d'actualité, un sujet très difficile, le drame rwandais et la vérité telle qu'elle est racontée par les acteurs de ce drame. Alors que nous entamons les délibérations, nous sommes à un moment douloureux qui nous rappelle cet événement, car pour tous les Rwandais, avril est un mois très difficile. Nous voulons à la fois nous souvenir et oublier ces événements. La douleur qu'elle évoque est durable et sans fin. 20 ans plus tard, on se souvient encore de l'horreur quand les Rwandais ont tué les Rwandais. Alors, je vous demande bien de prendre un instant de silence, une minute de silence, pour se souvenir de tous ceux qui ont perdu la vie pendant le génocide et les massacres de 1994. Je vous remercie. Comme vous le savez tous, le Rwanda est une nation ancienne de plusieurs siècles, célèbre ou connue de toute façon pour les deux groupes ethniques, les Hutus et les Tutsis. Il existe un troisième groupe, les Trois, toujours ignoré par les Rwandais et les non-Rwandais, parce qu'il n'a pas été actif, il n'a pas fait activement partie de ce drame rwandais. Pour comprendre comment le président Kagame et le parti au pouvoir, le Front patriotique rwandais, exercent un pouvoir absolu, je voudrais mentionner brièvement 3 moments clés de l'histoire du Rwanda dans les 100 dernières années, dont chacun portait les graines qui ont produit les événements qui nous concernent. Tout d'abord, la monarchie qui arrive sous la colonisation allemande à la fin du XIXe siècle, suivie par la colonisation belge jusqu'en 1962. Le Rwanda devient une république après 1959 et la révolution Hutu. Ensuite, le Front patriotique rwandais, Tutsi, et l'invasion de 1990 et la prise au pouvoir d'État en 1994. La période avant 1959 a vu l'émergence d'une population Hutu marginalisée, dirigée par une élite qui a contesté la monarchie. La naissance de la République du Rwanda et la fin de la colonisation belge étaient un phénomène violent. Tout en apportant des avantages sociaux, économiques et politiques de la communauté Hutu auparavant marginalisée, la révolution de 1959 a fini par marginaliser la communauté Tutsi. De nombreux Tutsis ont été massacrés et des centaines de milliers ont fui en exil. La révolution produit des réfugiés Tutsis suivis par des vagues d'insurrections connues sous le nom de Inyenzi qui a pris fin dans les années 1960. Au Rwanda, le multipartisme de courte durée a brusquement pris fin quand l'espace politique a été fermé et le pays est devenu un État à parti unique, le MDR. La puissance est également devenue excessivement centralisée dans les mains du président Grégoire Kayibanda qui, avec le temps, s'est appuyé de plus en plus sur les Hutus de sa communauté à Gitarama, dans le sud du Rwanda. En 1973, il y avait eu une révolution de palais, une révolution dans la révolution, et le général Habyarimana, un Hutu du Nord, est arrivé au pouvoir, formant à la suite son propre parti, la MRND. Le régime est resté Hutu et de plus en plus biaisé en faveur du Nord. Rwanda était encore un État à parti unique. Comme la monarchie précédente 1959 et le régime Kayibanda jusqu'en 1973, le pouvoir est devenu plus centralisé dans les mains du président Habyarimana.
Les Tutsis sont restés en exil et marginalisés au sein du pays. Vers la fin des années 1980 et le début de 1999, le régime du président Habyarimana avait perdu de l'élan et était l'objet d'attaques à l'intérieur des partis politiques, essentiellement des Hutus du Sud, et d'une invasion par les réfugiés Tutsis, le FRP, de l'Ouganda. Sous la pression politique, économique, militaire et diplomatique, le président Habyarimana a, contre-cœur, négocié l'accord de paix d'Arusha avec le FPR. L'accord de paix a fourni une vision pour la démocratisation et la primauté du droit, le partage du pouvoir entre le MRND, le FRP et d'autres partis politiques d'opposition, la création de nouvelles institutions de sécurité, notamment l'armée et la gendarmerie, et le retour des réfugiés de 1959. Pendant un bref moment, les Rwandais ont exprimé l'espoir que la paix, la réconciliation, la démocratie et la primauté du droit venaient enfin au Rwanda. Puis, le général Kagame a frappé, ordonnant le tir contre l'avion dans lequel le président Habyarimana, le président du Burundi, Cyprien Ntaryamira, les citoyens français et d'autres personnes ont été tués. Cet assassinat a déclenché le génocide et les massacres. Le FPR finalement a capturé le pouvoir de l'État en juillet 1994 en remportant la guerre civile et a mis fin aux accords de paix d'Arusha tels que nous les connaissons. Alors que le Rwanda commémore les 20 ans de règne du président Paul Kagame, cette règne de terreur, il est important d'identifier les aspects fondamentaux de sa stratégie visant à rester en pouvoir et garder un pouvoir absolu. Tout d'abord parce qu'elle était la puissance obtenue par des moyens violents et par une minorité, il a dû chercher une légitimité grâce à la construction d'un récit, d'un discours, une histoire pour ainsi dire, qui commence par le génocide et qui définit la raison d'être de son régime. Selon ce récit, les extrémistes Hutus ont abattu l'avion du président Habyarimana afin de trouver une raison pour démarrer le génocide. La colonisation belge est le parent idéologique des divisions ethniques et l'idéologie génocidaire. Les Français ont aidé les Hutus à commettre ce génocide et la communauté internationale a abandonné le Rwanda. La reprise du Rwanda est phénoménale et les Rwandais doivent au FPR et à son héros, le président Paul Kagame, tout le bien qui leur arrive maintenant. Le régime du FPR a même interdit le français comme langue d'enseignement au Rwanda. Tout changement du régime a besoin de récits et des disciples. Selon le récit de Kagame, la France et les Hutus ont été d'abord les seuls ennemis. Les États-Unis et le Royaume-Uni sont apparus comme les nouveaux amis, tandis que Tony Blair et le président Clinton sont devenus les champions passionnés de la nouvelle évangile. Toute personne qui n'est pas d'accord avec ce récit est considérée comme un révisionniste et un génocidaire. Deuxièmement, depuis son arrivée au pouvoir en 1994, le régime FPR de Kagame a utilisé la violence organisée et la guerre comme instrument de politique intérieure et étrangère. Le tir contre l'avion du président Habyarimana qui a déclenché le génocide, l'assassinat des évêques et des prêtres rwandais, le rapport de Robert Gersony qui a documenté les massacres à grande échelle par le FPR, les massacres de Kibo en 1994, le rapport Mapping de l'ONU de 2010 qui documente les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et même les actes possibles de génocide contre les Hutus, les assassinats d'opposants au Rwanda et à l'étranger, pour n'en citer que quelques-uns. En 1994, comme nous l'avons dit, le président du Burundi, Cyprien Ntaryamira, a été assassiné. En 2001, Kagame a fait assassiner le président du République démocratique de Congo, Kabila, après avoir envoyé 2 fois ce pays, et en maintenant sa présence à travers les proxys comme M23. Près de 6 millions de Congolais ont péri en raison des politiques et actions du Kagame en RDC. Les troupes de Kagame ont combattu les troupes ougandaises en RDC en 2000. Il a repris les combats avec la Tanzanie et maintenant avec l'Afrique du Sud. Il a combattu en Zimbabwe, en Angola et en Namibie à différents moments.
Troisièmement, au sein des institutions militaires et de sécurité, il a créé une armée à l'intérieur de l'armée, ce qui s'appelle la garde républicaine et les forces spéciales, les services de renseignement et des réseaux informels en concurrence, tout en retranchant ou en marginalisant et montant les uns contre les autres. Les militaires sont l'épine dorsale du gouvernement de Rwanda. Le président Kagame traite des grandes politiques et des décisions avec les commandants militaires de haut rang avant d'en discuter avec des membres du gouvernement ou des civils. Les civils dans le gouvernement sont des serviteurs technocratiques de l'armée. Les forces rwandaises de défense sont en substance pas une armée nationale. Elles doivent l'allégeance non pas à l'État ou ses habitants, mais à une seule organisation politique, le Front patriotique rwandais et son chef suprême, le président Kagame. Il n'est pas étonnant qu'il appelle le RDF « mon armée » et ses dirigeants mes officiers. Mesdames et messieurs, le RDF est réparti dans tout le pays et ses agents sont déployés à travers le monde dans les ambassades et comme des agents dans un vaste réseau mondial. Ils remplissent de nombreuses fonctions politiques au nom du FPR. Les militaires sont responsables de la mobilisation pour le parti. Ils convainquent ou contraignent les leaders d'opinion à se joindre à la cause du FPR. Les officiers militaires sont responsables de la supervision des agents des collectivités locales que le FPR met en place. Le RDF est responsable de la fraude électorale en faveur du FPR et les officiers militaires sont responsables de veiller à ce que les opposants au régime soient partout identifiés et éliminés. Il ne faudrait pas oublier que les officiers du RDF sont presque 100% des Tutsis. Quatrième, au sein du Front patriotique rwandais, sa stratégie consiste à marginaliser ou éliminer les ennemis réels ou perçus et de transformer le parti en un timbre en caoutchouc, pour ainsi dire, enfin quelque chose de factice pour faire respecter la volonté du président. Le parti est l'outil de Kagame pour contrôler tous les aspects de la vie au Rwanda. Le parti contrôle le pays par les fonctionnaires qui désignent. Les membres représentent l'écrasante majorité de l'ensemble des institutions. Le parti maintient un contrôle strict de tous ses fonctionnaires en leur demandant de prêter serment et à travers des procédures disciplinaires qui sont une violation des lois qui exigent que certains fonctionnaires soient indépendants. Les fonctions de secrétariat du parti font en fait un bureau parallèle à celui du Premier ministre. Le secrétariat FPR est responsable de la nomination de tous les fonctionnaires civils, y compris les ministres, les juges et les législateurs. Il est chargé d'examiner et d'approuver tout développement politique, y compris toutes les propositions politiques et les décisions importantes qui seront examinées par le Parlement. Il discipline tous les fonctionnaires civils qui sont membres du parti, y compris des ministres, des juges, qui, par nature, devraient être indépendants. Le parti est un vaste réseau de mécanismes gouvernementaux informels qui opèrent à tous les niveaux de l'organisation de l'administration publique. Cinquièmement, les institutions gouvernementales formelles, le Parlement, le judiciaire et l'exécutif, sont situées très loin dans l'échelle de la structure du pouvoir au Rwanda. Les Hutus, qui se trouvent à l'intérieur du système, étaient des membres souvent du gouvernement précédent. Mais ils n'ont aucune influence, sauf s'ils ont des connexions, des liens très forts dans le parti, avec l'armée ou avec le président et son épouse. En fait, le FPR veille à ce que les plus importants ministres du gouvernement sont des membres Tutsis de confiance. Les institutions qui sont les plus critiques pour les stratégies du président Kagame pour maintenir le pouvoir absolu sont tous contrôlées par les Tutsis. Par exemple, la Banque centrale, le ministère des Finances, le ministère de la Santé, la Trésorerie, le ministère de la Justice et le ministère des Affaires étrangères.
Sixièmement, en ce qui concerne les partis politiques, la stratégie est de coopter, corrompre, marginaliser et éliminer tous les autres partis politiques. Depuis l'expérience très courte de travailler avec un système multiparti en 1995, le FPR du président Paul Kagame a complètement fermé l'espace politique à d'autres partis politiques. Les seuls partis qui sont autorisés à exister et de fonctionner au Rwanda sont ceux qui sont alliés au FPR. Les leaders de l'opposition qui ont osé exercer le droit de participer à la politique rwandaise ont été emprisonnés. Je parle de l'ancien président Bizimungu, Charles Nakatiru-Ntinka, Victor Ingabire, Bernard Ntanga, Deo Mushadi et autres. Ils ont été tués ou finis en exil. Septièmement, l'espace proche pour les médias indépendants, la société civile et l'expression intellectuelle libre. On voit que les journalistes, des militants des droits de l'homme et les dirigeants des ONG ont été emprisonnés, tués en dehors ou dans le Rwanda, et les journaux indépendants ont été interdits. Huitièmement, le président Kagame utilise la terreur comme stratégie. Les journalistes rwandais se sont obligés de vendre l'image de Kagame comme l'héros et le sauveur du Rwanda. Il est crucial pour que le Rwanda est fortement dépendant de l'aide et sa réputation à l'Ouest, le célèbre chef des émergents, le Singapour de l'Afrique. Il est nécessaire pour donner une image très soft à l'étranger de Rwanda, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni. Donc, à travers les efforts de lobbying, les relations publiques, l'accès aux médias, ces différents animateurs, j'ose pas les appeler des journalistes, aident à l'autopromotion du président Kagame et le protègent de la reddition et des comptes qu'il devrait avoir à rendre pour les crimes qu'il a commis au Rwanda. Le président Bill Clinton et l'évangéliste américain Rick Warren font partie de ces groupes de personnes qui promeuvent sans vergogne l'image de Paul Kagame comme un des visionnaires, comme un des dirigeants les plus visionnaires dans le monde. Neuvièmement, par son contrôle personnel et absolu des questions d'argent, le président Kagame finance une stratégie en 3 volets pour maintenir son contrôle au pouvoir du Rwanda. D'abord, établir les systèmes de renseignement qui sont en mesure d'identifier et de neutraliser toutes les menaces réelles ou perçues. Et deuxièmement, le maintien d'une armée forte qui est capable à la fois de protéger le régime et projeter sa puissance à l'étranger. Et troisièmement, assurer des ressources pour financer les activités des institutions militaires et de sécurité qui le maintiennent au pouvoir. Pour ces raisons, le président Kagame s'appuie à la fois sur des ressources publiques et les activités commerciales du FPR. Les hommes et les femmes qui sont responsables de la production, de la gestion et la prestation de ces ressources sont très influents. Crystal Ventures, anciennement Tristar Investment, et le groupe Horizon, les entreprises commerciales que le président Kagame possède, appartiennent manifestement au FPR et le département de la Défense, mais sont pratiquement des affaires personnelles. Lui seul contrôle cette entreprise, cet empire commercial. Les comptes des entreprises sont secrets et jamais vérifiés de façon indépendante. Les dirigeants des entreprises sont responsables, ont des comptes à rendre à Kagame seul. Kagame ne tient pas compte d'un organe du FPR sur cette question des affaires et de la finance. Mesdames et messieurs, un 10e point. La pièce centrale et décisive dans le drame rwandais contemporain est président Kagame lui-même. On me demande souvent qu'est-ce qui motive Paul Kagame. Comment est-ce que son caractère, façonné par son statut de réfugié à un jeune âge, son implication dans les guerres violentes
Ouganda et en RDC ont eu un impact sur sa vision de la vie. Depuis les années 1980, Paul Kagame a été au centre des conflits violents couvrant les territoires de l'Ouganda, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Dans ces conflits, il y a eu des destructions massives de vies et d'autres violations atroces des droits de l'homme. Kagame porte personnellement la responsabilité de certains de ces crimes, y compris des assassinats et d'autres violations graves des droits de l'homme. Après une vie de violence inimaginable, Kagame n'est rien d'autre qu'un tueur en série et un meurtrier de masse, une personne sans aucun regret ou remords pour les actes de violence que lui-même ou d'autres ont commis sous ses instructions. Il n'y a pas d'excuse à ce sujet. Au contraire, il met un point dans les conversations publiques ou privées pour dire que ses adversaires doivent mourir. À propos de sa récente victime, le colonel Patrick Karegeya, assassiné à Johannesburg, en Afrique du Sud, Kagame a dit froidement, le Rwanda n'a pas tué cette personne, mais j'aurais souhaité le faire. Je l'aurais vraiment souhaité. Interrogé sur l'attentat contre l'avion du président Habyarimana, il a dit « Je m'en fous ». Il est implacable. Il prend toujours plus de risques, bien au-delà du comportement rationnel. Quelques semaines après avoir assassiné le colonel Karegeya, les agents rwandais ont tenté d'assassiner le général Nyamwasa pour la troisième fois, déclenchant une crise diplomatique entre l'Afrique du Sud et le Rwanda. Probablement en raison de ces crimes passés, le président Kagame est très paranoïaque à propos de sa sécurité et de sa place au pouvoir. Kagame estime que le nom ou la réputation d'une personne est son bien le plus précieux. Il a donc créé une fausse réputation de frugalité, d'incorruptibilité, de responsabilité du gouvernement et de héros militaire qui a arrêté le génocide. Préserver cette fausse image est essentiel à la préservation du monopole de Kagame au pouvoir au Rwanda. La plus grande préoccupation de Kagame est celle des gens qui ont des informations, y compris des informations sur la corruption et les crimes de guerre commis en Ouganda, au Rwanda et en RDC. Les antécédents criminels de Kagame et la nécessité d'éviter d'être tenu responsable expliquent pourquoi ils se sont obligés de rester au pouvoir à tout prix. Mesdames et messieurs, permettez-moi de résumer les principales caractéristiques du président Paul Kagame et ses 20 années de règne de terreur. C'est un récit malhonnête et trompeur qui criminalise les Hutus, une tutsification de la direction de l'armée en éliminant des concurrents réels et potentiels, la transformation du FPR dans une sorte de gouvernement factice, non démocratique, pour faire respecter sa volonté tout en éliminant les prétendants réels ou perçus au pouvoir. Les opposants sont éliminés. L'usurpation et la centralisation excessive du pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Fermeture de l'espace politique pour tous les partis politiques, la société civile, des médias indépendants et l'activité intellectuelle. Le contrôle personnel d'un empire financier qui est réparti sur le secteur public et privé, et un état d'esprit d'un tueur en série et un meurtrier. C'est cette situation qui a conduit certains d'entre nous, anciens membres du FPR et les partenaires du président Paul Kagame, à rompre les rangs et avec les autres Rwandais à travers la fracture éthique, établir le Congrès national Rwanda, RNC, avec les objectifs suivants. Arrêter et prévenir les conflits violents, y compris le génocide et violations graves des droits de l'homme que le peuple rwandais a régulièrement souffert et qui ont toujours impacté les citoyens des États voisins. Éliminer une culture de l'impunité et des violations des droits de l'homme, créer un environnement propice et progressif pour le développement économique et social pour tout le peuple du Rwanda, établir, entretenir et institutionnaliser la gouvernance démocratique, notamment la primauté du droit dans tous ses aspects,
mettre en place un fonction public professionnel indépendant et non partisan dans les institutions de sécurité, construire une société stable qui favorise et protège l'égalité, qui inclut la diversité et favorise l'intégration dans tous les aspects de la vie nationale, promouvoir la réconciliation individuelle et communautaire au niveau national et régional, promouvoir les relations harmonieuses, la réconciliation et la collaboration mutuellement bénéfiques avec les peuples et les gouvernements des pays voisins, résoudre le problème chronique des réfugiés rwandais et enfin de favoriser une culture de tolérance et diversité, la liberté de discussion et de débat sur des questions essentielles. Au cœur de notre programme, largement partagé par la majorité des Rwandais et la plateforme politique de notre organisation appartenant avec la FDU, Inkingi et Amahoro, Parti populaire, ce triple défi, construire des institutions de l'armée et de la sécurité qui sont vraiment nationaux et pas otages à des cliques à base ethnique. Et deuxièmement, garantir les libertés fondamentales et la démocratie avec des garanties pour les minorités. Et troisièmement, la poursuite de la vérité, la réconciliation et la justice pour toutes les conditions indispensables pour une paix durable au Rwanda et la région des Grands Lacs. Nous avons annoncé ce dialogue et que la voie à un changement pacifique s'ouvre, mais le président Paul Kagame a répondu systématiquement par la violence, déclarant qu'il est contre toute possibilité de réforme pacifique au Rwanda. Maintenant, Rwanda, comme en 1959 et 1994, se trouve à un carrefour. Est-ce qu'il s'agirait d'une nouvelle guerre civile, d'un nouveau bain de sang? Le président Paul Kagame et son FPR sont armés et dangereux. Ils ont pris 11 millions de Rwandais en otage et menacent une fois de plus de mettre l'ensemble de la région à feu et à sang. Une autre guerre civile et le génocide ne sont pas inévitables. 20 ans d'apaisement n'ont fait que rendre Kagame encore plus intransigeant. La première chose à faire serait de corriger ce récit historique. Cette conférence s'adresse justement à ce problème. Deuxièmement, il faut surmonter la peur et la culpabilité et parler. L'histoire montre que la peur et le silence sont des armes très puissantes dans les mains des régimes dictatoriaux. La troisième étape est de ne faire aucun mal. Si vous ne pouvez pas aider les peuples rwandais, au moins ne pas aider ceux qui les tuent. Pour ceux en alliance avec lui à Londres et à Washington, nous vous disons, ça suffit, arrêtez l'aide et le comportement criminel du président Kagame. Enfin, formons donc un réseau. Les régimes dictatoriaux aiment affronter les opprimés dans l'isolement et de les vaincre un par un. Si nous pouvons mettre en commun nos esprits et nos actions, nous ferons la devise de la France, liberté, égalité, fraternité, elle-même une aspiration humaine universelle, quelque chose de pertinent et possible pour l'avenir du Rwanda, comme cette devise a été pour les Français depuis des siècles. Je vous remercie. Voilà, merci pour votre attention. Merci à la traductrice qui a travaillé dans des conditions un peu périlleuses. Merci, madame.